C'est un souvenir de vacances dont il se serait bien passé. En se déclarant sur ce ferry, l'hantavirus, responsable de graves maladies respiratoires, a fait ses premiers morts. Il a aussi contaminé le secteur des croisières. S'il y a une action collective, il va y en avoir, il y en a toujours dans ces cas-là, je ne veux pas être cynique. On va dire, est-ce qu'ils ont bien entretenu le bateau? Est-ce qu'ils ont respecté les règles d'hygiène, par exemple? Le tourisme en convalescence. Une crise qui suit de près celle déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le secteur a perdu près de 600 millions d'euros par jour pendant le conflit. Transavia a annulé 2% de ses vols en mai et juin. Certaines compagnies, comme le low-cost espagnol Volotea, vont jusqu'à vouloir imposer un supplément. En ce moment et depuis plusieurs semaines, les prix élevés du carburant sont tout à fait prévisibles. Les compagnies aériennes peuvent donc adapter leurs tarifs publiés à la situation. En revanche, ajouter une surcharge carburant à un billet après son achat ne peut pas être justifié. Guerre, crise sanitaire ou énergétique, l'année 2026 va-t-elle démentir les bons chiffres de 2025 ? L'an dernier, 1,5 milliard de terriens a succombé à l'attrait du voyage. C'est plus qu'en 2019, avant la pandémie de Covid. Les voyageurs semblent avoir appris à s'adapter aux facteurs incertitude. Cet Australien établi en Grande-Bretagne pense avoir trouvé la parade pour passer de sereines vacances d'été. Nous allons certainement opter pour des courts courriers en Europe. On va rester en France, je pense, et dans les pays où on peut trouver des trains partout, comme l'Allemagne par exemple. Alors, face à toutes ces crises, peut-on continuer à voyager l'esprit tranquille ? Doit-on changer notre façon d'aborder le tourisme ? Est-il possible de le faire de façon dite responsable et comment ? Nos trois invités pour ce débat, Jade Lingard, bonsoir, journaliste, responsable du pôle écologie de Mediapart. Selon vous, on ne peut absolument plus continuer à voyager comme on le faisait jusqu'à présent. Il faut apprendre à voyager de façon responsable en privilégiant les mobilités douces, en l'occurrence le train et le vélo. C'est une manière de prendre le temps et de mieux apprécier nos territoires. À côté de vous, Jean-François Rial, bonsoir, PDG du groupe Voyageurs du Monde. Je signale également un ouvrage que vous avez coécrit avec Mathieu Belloir, Le chaos climatique n'est pas une fatalité, aux éditions de l'Archipel. Selon vous, si depuis début mars, le tourisme a connu une forte baisse à cause des guerres et de l'augmentation des prix du kérosène, il y aura nécessairement un rebond du tourisme. Cette situation est temporaire. Si la guerre se poursuit, ajoutez-vous, les gens finiront par s'habituer et voyageront à nouveau comme auparavant. Et à côté de vous, Jean-Didier Urbain, anthropologue, bonsoir, spécialiste du tourisme et du voyage. Dernier essai, Comment nos voyages parlent de nous, aux éditions de l'Aube. Vous considérez qu'il n'est pas bon de réfréner les pulsions de voyage dans nos sociétés, car le tourisme est un régulateur essentiel à l'équilibre des sociétés. Les gens décompressent, ils changent de monde, ils changent de vie pour pouvoir mieux revenir à la leur. Que c'est poétique. On verra ce qu'en pense Jade Lingard. Et on démarre le débat avec la citation du jour. On parle de poésie, on va commencer l'émission, une fois n'est pas coutume, avec de la littérature. Lamartine écrivait dans Voyage en Orient en 1835, « Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. » On aurait aussi pu citer du Bellay, « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. » Bref, Jean-François Rial, le tourisme est une tendance lourde, quoi qu'il arrive, malgré les aléas, les crises, les gens continueront, selon vous, à voyager, même s'il faut le rappeler, un Français sur deux ne peut pas se le permettre aujourd'hui de partir en voyage, en vacances. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce métier, il y a 30 ans, il devait y avoir 700 millions de touristes mondiaux, donc ils faisaient des voyages de loisirs d'un pays vers l'autre. On tourne autour des 2 milliards. Et il est clair que ce soit pour les raisons qu'évoque Jean-Didier Urbain ou pour des raisons de... Parce qu'il y a plein de raisons de voyager, se détendre, apprendre, se cultiver... Il y a plein de bonnes et de mauvaises... Ça va continuer à augmenter, ce chiffre d'1,5 milliard pour c'est un chiffre de l'ONU. Oui, de l'ONU. Oui, moi je pense 100 millions, 1,5 milliard, ça va continuer. Moi je pense qu'on est plutôt à 2 milliards, je pense que ce chiffre n'est pas bon. Enfin, c'est pas très grave, ça change rien aux tendances. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez toute une population mondiale qui accède, les classes moyennes supérieures, moyennes ou supérieures, dans tous les pays du monde. Et ces gens n'aspirent qu'à voyager. Et dans les pays occidentaux, qui voyagent plus, la fréquence de voyage augmente et la proportion de ceux qui voyagent augmente. Y compris d'ailleurs dans les classes populaires. Inéluctable. Alors, cet appel du voyage. Pourquoi pas ? Tout dépend de où on va.
Et comment on y va, peut-être. Oui, mais aussi où on va, puisque finalement, ce qu'on voit, il me semble, depuis ces dernières années et décennies, c'est non seulement une augmentation du nombre de touristes, mais c'est aussi une extension du paysage touristique, avec ces croisières qui se développent au-delà du cercle arctique, avec de plus en plus de voyages de type safari au Kenya, en Afrique du Sud, ou à la découverte des recoins secrets de la jungle amazonienne. Et en fait, ça, en soi, c'est un problème, car le tourisme, ce tourisme-là, donc au plus proche de la nature, qui pourrait avoir une image un peu verte, un peu écologiste, a un impact absolument terrible sur les écosystèmes, qui n'est pas simplement les émissions de gaz à effet de serre des voyages en avion et en bateau, qui sont déjà un sujet en soi très important, puisque dérèglement climatique, mais également impact sur les écosystèmes avec à la fois la vie sauvage ne supporte pas la présence de la vie humaine, parce qu'avec la vie humaine, il y a les pollutions, il y a le bruit, il y a la construction. Et donc tout ça, en fait, crée une pression sur une vie qui est pas soutenable. Et c'est pas que selon moi. Oui, mais justement, Jean-Didier Urbain, il y a ce problème quand même du surtourisme aujourd'hui. C'est-à-dire les gens vont au même endroit et mettent en péril certaines cultures et certains patrimoines, non? C'est vrai, mais ça tient à un modèle industriel, je dirais, qui est celui de l'attraction. C'est-à-dire que on a promu le voyage pour tous en termes de concentration de visiteurs. Les géographes ont évoqué les possibilités de tourisme intégré d'abord, puis diffus. Il y a un chiffre qui circule quand même, 95% des touristes se concentrent sur 5% de la planète. Alors avec Instagram, c'est encore pire aujourd'hui. Oui, voilà. Donc il y a sans doute, l'avenir passe sans doute par des politiques plus de diffusion, de dispersion, de patrimoines alternatifs. Donc il n'y a pas que Venise. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que le Machu Picchu, il y a tout le Pérou, bon, etc. Ou la Corrèze. Ou la Corrèze, bien sûr. Oui. Ou Cantal. Très bien. Vous évoquez Venise. Vous évoquez Venise. Regardez, ça va être l'objet de notre archive. Ville où l'on parle depuis décennies de surtourisme. 30 millions de visiteurs en 2025 dans la Sérénissime. Il y a près de 40 ans, les autorités envisageaient de prendre des mesures drastiques. 10 jours par an, la ville des amours frise, l'arrêt du cœur. Pour la fin du carnaval, Pâques, les grands ponts de printemps et le 15 août, 150 000 touristes saturent les artères du centre et la place Saint-Marc. Le 1er mai dernier, en 6 heures, plus de 600 bus déversent 40 000 touristes aux portes de la cité des Doges. La police doit fermer le pont qui la relie au continent et instaurer des sens uniques pour les piétons dans les ruelles du centre. Pour la première fois, le maire envisage de limiter le nombre des visiteurs journaliers. Jade Lingard, c'est ça la solution, des quotas ou augmenter les taxes de séjour? Par exemple, à Kyoto, désormais, c'est 60 € la nuit pour un palace contre seulement 15 € à Paris. En fait, le problème de l'instrument, le problème de rendre plus cher, c'est que c'est très injuste. Parce que du coup, ceux qui ont les moyens, ils vont pouvoir continuer à y aller, et puis ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne pourront plus. Donc c'est toujours insuffisant comme instrument, voire ça augmente les inégalités. Je dirais peut-être qu'il serait intéressant de réouvrir les imaginaires du voyage. Et peut-être penser davantage voyage, détente, découverte, randonnée, marche, que tourisme. Et pas forcément imaginaire, et pas forcément horizon lointain. Ou alors que l'horizon lointain, il peut être assez proche de là où on habite. Une forêt, une montagne, aller marcher près d'un lac. En fait, si l'idée, parce que c'est beau ce que vous disiez tout à l'heure sur comment est-ce que en allant ailleurs, en sortant de son quotidien, on retrouve de la liberté, de l'inspiration. C'est hyper beau, c'est précieux. Et dans des vies modernes et contemporaines, on est tellement sous pression, on a besoin de ça. Donc ça, il ne faut pas empêcher les gens de faire ça. Mais par contre, leur offrir les moyens, peut-être avec des trains beaucoup moins chers et avec des possibilités de déplacement qui soient beaucoup moins polluantes et émettrices de CO2 et d'impact sur la biodiversité, de se rapprocher en fait d'endroits très beaux, très riches et très sensibles, plutôt que de toujours répéter un vieil imaginaire des... Sur la taxation, vous rejoignez ce que dit Jade Lingard ou pas? Oui. C'est injuste. Moi, je prône le quota par jour maximum plutôt que la taxe. Même si l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Mais surtout, moi, ce que je prône, ce qu'on fait tout le temps chez nous, on appelle ça voyager à contre-courant. Moi, je vais pratiquement chaque année à Venise. Et je déteste le tourisme de masse. Je peux vous dire que moi, je m'arrange pour aller à Venise à des moments, à des instants où je suis tout seul, à la fois en termes de moments, de période,
et d'endroits. Donc c'est possible. Et puis par ailleurs, vous avez des villes incroyables en Italie, sans parler de la nature et d'aller randonner, parce que c'est pas la même approche que d'aller à Venise. Vous avez des villes dingues dans le centre de l'Italie, en Ombrie, etc., où vous êtes tout seul, vous avez vu des trucs incroyables. Jean-François Riel, à Venise, il y a les grands bateaux, les paquebots, c'est un problème, on n'est pas là pour en parler. C'est devenu interdit. Mais à propos de ces navires et de ces paquebots, est-ce que ce qui s'est passé avec le bateau qui a été un foyer de contamination d'hantavirus risque d'affecter la navigation et en tout cas le tourisme maritime, selon vous? C'est un peu tôt peut-être pour le dire. Non. Mais... Non, c'est pas un peu tôt, c'est tout à fait juste. Ça affecte déjà les envies de voyager. Vous savez, les gens, ils ont énormément envie de voyager pour des raisons... que Jean-Didier et Jade ont très bien évoqué. C'est devenu un produit de première nécessité d'aération mentale. Bon, voilà. Donc ils ont rien. Par contre, dès qu'il y a un problème, une guerre en Iran, ils se disent « Ouh là là, on peut plus aller en Asie, on peut pas survoler la zone, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, ils se le disent. » Et puis là, vous avez cette histoire de virus, ils disent « Ouh là là, on reste chez nous, on voyage pas. » Donc, il y a toujours une phase comme ça de crispation qui est très rapide, mais qui se décrispe aussi très vite. Hein. Donc oui, il y a un impact. Jean-Didier Urbain, est-ce que la géopolitique, justement, elle a un impact sur le choix des voyageurs et de leur destination? Et je pense notamment aux États-Unis, par exemple, les Français, de plus en plus de Français refusent d'aller aux États-Unis. Oui, c'est assez nouveau, moi, je trouve, parce que l'Espagne franquiste n'a pas du tout arrêté la vague française dans les années 60. Les Français sont allés à Cuba en plein régime castriste, avec une île coupée en deux entre les indigènes et les visiteurs. On a été dans la Russie poutinienne tant que Poutine n'a pas déclaré la guerre. On ne s'est jamais trop posé de questions, à vrai dire. Tant que le tyran maintient la paix, on y va. C'est à partir du moment où la guerre apparaît qu'on change d'avis. Parce que là, effectivement, on met sa peau en péril, le voyage devient vraiment une aventure, il y a du risque, et il y a un baromètre, d'ailleurs, que vous devez peut-être connaître, qui est le baromètre Ipsos, avec Europe Assistance, quels sont les risques, et la classification des risques pour les voyageurs. Le critère politique n'intervient que qu'en cas de conflit. Ce qui peut inquiéter les gens, c'est l'hygiène, justement, le sanitaire, quand il y a des problèmes d'épidémie, ou alors les problèmes d'insécurité sociale. Je ne parle pas de la sécu, bien sûr, mais de la dangerosité de la fréquentation des lieux. Ça joue énormément. Mais autrement, dissuasif, massivement, il n'y a que la guerre. Alors, justement... Peut-être... Ce sera peut-être une exception historique. Trump, chez nous, moins 70% quand même, aux États-Unis. Là, on est quand même confronté... Première destination de voyageurs du monde. Oui, ça serait la troisième destination touristique qui pourrait être dépassée par la Chine. Mais puisque vous parlez de la guerre, si la guerre entre les États-Unis et l'Iran ne prend pas fin et que le détroit d'Ormuz reste fermé, le pire est à craindre pour l'aviation. En tout cas, c'est ce qu'en dit Pascal de Isaguirre, écoutez, président de la Fédération nationale de l'aviation. Il faut être très transparent. Les compagnies aériennes n'ont pas un modèle économique qui leur permet de fonctionner de façon pérenne avec le niveau actuel du prix du kérosène. Donc il a représenté 25% le kérosène des coûts d'une compagnie aérienne. Ça en représente jusqu'à 45% aujourd'hui. Vous doutez que ça n'est pas tenable sur le long terme. Jocelyne Garde, c'est peut-être ça qui peut décourager les voyageurs, la hausse des prix du kérosène et donc des billets d'avion? En fait, et tant mieux, vous diriez? Moi, c'est-à-dire, je pense que c'est pas possible de continuer c'est pas possible de continuer à prendre l'avion autant qu'on le prend aujourd'hui, collectivement, parce que les impacts, je suis désolée de me répéter, sur le climat sont insoutenables. 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, l'aviation. Alors, les chiffres sont toujours un peu... On dit 5%, on peut dire... Parfois, on lit 7% des émissions de CO2 c'est beaucoup moins au niveau de la France. Le fait de se chauffer, nous, dans nos logements, par exemple. C'est moins, mais ça augmente. Et deux, si c'est pour le loisir... on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui est intéressant. C'est que comme il y en a quand même qu'on ne va pas réussir à arrêter d'émettre tout de suite, peut-être pouvons-nous avoir un critère de vital, nécessaire, et puis superflu et substituable. Comme on a d'autres moyens de voyager, d'autres moyens de faire du tourisme, sans émettre de CO2, en tout cas en émettant beaucoup moins, moi je pense que là, en fait, c'est une question de société et qu'il faut faire d'une certaine façon une forme de révolution culturelle du voyage et du tourisme. L'avion, il faut arrêter, il faut vraiment très fortement arrêter, en tout cas très 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 fortement réduire. Il y a des projets aujourd'hui d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est insoutenable du point de vue de notre modèle, en tout cas de la protection du climat. Donc ça, c'est sûr que peut-être on peut se saisir de ce moment géopolitique pour accepter le fait qu'il faut passer à une autre manière de voyager. Jean-François Riel ? Je ne suis pas très d'accord avec Jade cette fois-ci. Non pas parce que je veux défendre mon secteur,
Du tout, parce que moi je suis un écologiste très 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 engagé. Mais pour quelle raison, je trouve que le réchauffement climatique est le problème majeur de notre civilisation. Mais je pense qu'on fait fausse route en pointant l'avion, qui par ailleurs se décarbone à une vitesse dingue. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que mon entreprise est en croissance et émet chaque année moins de carbone. C'est un peu grâce à nous, parce qu'on pousse le train, les vols directs, etc. Mais c'est surtout grâce aux compagnies aériennes qui modernisent leur flotte et qui consomment au litre au 100 beaucoup, beaucoup moins. Le problème, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, au niveau mondial, continuent de croître. L'avion en fait partie, mais tout le reste croît. C'est l'objet de mon bouquin, d'ailleurs. Et que si vous voulez tenir le scénario 2 degrés, je ne parle même plus du scénario... Plus 2 degrés. Il faut baisser chaque année de l'équivalent de ce qu'on a baissé pendant le Covid, les émissions. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a qu'une solution, il faut acheter du temps. Et pour acheter du temps, il faut absorber du carbone. Si on ne fait pas ça, soit en révolution de l'agriculture, soit en plantant des arbres de façon massive, on n'y arrivera pas. Et on a beau raconter tout ce qu'on veut sur l'avion, sur l'agriculture, sur ceci, sur cela, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, on va évoquer, donc, à propos de mode de carburant alternatif, pour mieux décarboner, on évoque une solution que vous allez nous présenter, Anna. Oui, dans la grande famille des carburants durables, qu'on appelle aussi SAF, pour Sustainable Aviation Fuel. Il y a ceux qui sont fabriqués à partir de résidus agricoles, colza, tournesol, betterave ou canne à sucre, ou bien d'huile de cuisson, et qu'on peut mélanger à 50-50 avec du kérosène. Ils permettent notamment de réduire de 80% les émissions de CO2 grâce à leur bon bilan carbone. Et depuis 2025, un règlement européen impose d'ailleurs aux fournisseurs de carburant d'intégrer au minimum 2% de ces carburants durables dans les carburants qui sont livrés aux aéroports européens. Mais il y a aussi les e-carburants, des carburants de synthèse, liquides ou gazeux, fabriqués à partir d'énergie renouvelable, par exemple à base d'hydrogène. Sauf que dans la réalité, la consommation de SAF reste encore très marginale. Pourquoi ? Car il coûte très cher, jusqu'à 12 fois plus cher que le pétrole. La directrice générale d'Air France estime que 1% de SAF dans ses avions, ça coûte 100 millions d'euros. Et 10% de SAF, c'est donc 1 milliard d'euros qui vont mécaniquement se répercuter sur le prix des billets d'avion. Alors l'objectif européen de 20% de SAF, de carburant durable dans les avions à l'horizon 2035, ça semble totalement hors d'atteinte pour l'Association internationale du transport aérien. Jean-Didier Urbain, pour décarboner l'aviation, est-ce qu'il ne faut pas d'abord réduire nos déplacements, comme le disait Jade Lingard, ou alors est-ce qu'il faut peut-être tout miser sur l'avion à hydrogène ? Par exemple, la Chine vient de lancer son premier vol d'une vingtaine de minutes. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-François Rial. J'ai toujours un peu l'impression que l'avion est un peu le bouc émissaire dans cette affaire. On ne parle pas, par exemple, de l'expansion des transports routiers. Le ferroutage est un vieux projet abandonné à jamais. Si, on en parle, mais l'un n'exclurait pas l'autre, justement. Oui, l'un n'exclurait pas l'autre, mais je veux dire, il y a des solutions quand même complémentaires qui pourraient améliorer les choses. La SNCF elle-même substitue des cars à ses propres trains. Enfin bon, je veux dire, il y a quelque part quand même des contradictions qui me paraissent assez gênantes, ne serait-ce que du point de vue du consommateur lambda, quoi. Bon, où est l'écologie dans cette affaire ? Ah non, il n'y a plus de train pour vous prenez le car. Bon, je pense que là, il y a un autre problème, et je pense qu'effectivement, l'avion doit être employé autrement. C'est-à-dire il faut renoncer à tout ce qui a été court courrier, court séjour. Tous les vols indirects. Ça a été une hémorragie, c'est évident. Donc réserver l'avion, à ceux qui partent longtemps, par exemple, ou pas ? D'abord, réhabiliter le séjour un peu plus long. Et le moyen est long courrier plutôt que... Vous dites pas de low cost, pas de compagnie aérienne low cost. Pas de compagnie aérienne low cost. Si, pourquoi pas ? Ce sont les plus écologistes au monde. Ah bon ? Ah bah oui. Mais enfin, comment ça, les low cost les gens partent 4-5 jours en payant 50 € leur billet parfois. Mais je vais vous répondre. Parce que la consommation aux passagers au kilomètre est la plus faible au monde. Il vaut mieux que vous preniez une low cost pour aller à Nice que de partir à Troyes en voiture. Est-ce que vous le savez, ça ? Il vaut mieux prendre le train, en fait. Ah ben bien sûr, sauf le train en Pologne, en Allemagne. Le train dont les prix sont beaucoup plus chers si on compare les trajets en France que l'avion. Tout à fait, c'est un des scandales actuels et un des blocages, un des verrous en fait majeurs contre la transition écologique. Et moi, il me semble, je ne suis pas la seule à le dire, que face à ça, pour accentuer, accélérer, encourager cette révolution culturelle du voyage et du tourisme, moi je pense qu'il faudrait un plan massif de billets de train gratuits, de passes de train gratuits, notamment pour les jeunes. On trouvera bien le moyen de le financer. En tout cas, il faut sur les billets d'avion, une taxe sur les billets d'avion économique pour que ce soit tellement incitatif pour le déplacement
que ça conduise en fait toutes ces personnes dont on parle depuis tout à l'heure qui ont envie de voyager à voyager autrement. Jean-Didier Urbain. Oui, je pense qu'on oublie quand même une dimension, c'est le développement du voyage individuel, autoproduit, auto-organisé. Et on a un symptôme de taille qui est le camping-car, où là on se passe de tout. On se passe de toutes les infrastructures collectives. On n'est plus du tout dans le collectif. Et c'est vraiment ce que Abraham Moll appelait l'homme escargotique qui triomphe, avec sa maison sur le dos et qui peut aller jusqu'au bout du monde. Et ça, je crois qu'il ne faut pas négliger le phénomène. Pas du tout. Il me paraît extrêmement important. Quant à l'avion, effectivement, une fois j'avais été invité par une compagnie aérienne canadienne qui m'avait dit « Mais quoi, nous polluons ?» Écoutez, nous, un avion bien rempli, qui est en bon état de marche, c'est 2 litres au 100 km par passager. Alors, est-ce que, pardon, la solution, c'est pas le tourisme domestique? Regardez ce chiffre, 64% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. 61% privilégieront la France en réaction notamment aux conflits internationaux. Est-ce qu'ils font pas preuve de raison, les Français? Il y a 2 solutions. Soit vous êtes dans une économie dirigée, de sagesse. Pourquoi pas, et on dit aux gens, vous avez le droit de voyager qu'en France, et on nous rapproche. Malheureusement, je crains que le monde entier ne prenne pas des positions comme celle-là. Soit vous laissez des gens décider. Et aujourd'hui, l'avion, c'est pas un problème de moyens courriers, c'est pas un problème... L'avion, si vous voulez, le CO2 émis par les avions, c'est 75% de long courrier. Donc, on peut faire tout le baratin qu'on veut sur les vols Bordeaux, machin, train, etc., etc., ça ne résoudra pas le problème. C'est toujours les mêmes qui prennent l'avion. C'est aussi les sondages qui nous montrent ça, par exemple. C'est-à-dire que ceux qui prennent l'avion sont souvent les mêmes personnes qui utilisent ce moyen pour se déplacer. Oui, mais alors attention. Privilégié économique. Non, mais ça, c'est. Alors, mais Jaline Garde, justement, sur ce point, vous le confirmez, ça? C'est vrai. Ah bah si, c'est les personnes les plus privilégiées économiquement qui prennent le plus l'avion. Il y a une multitude d'études sur ce point. Et plus on a d'argent, plus on émet de CO2 dans ces voyages, parce qu'on prend plus l'avion. Donc en fait, c'est hyper corrélé. Mais ça, ce que vous dites, Jade, c'est vrai. D'abord, il y a... Mais pardon, excusez-moi, je finis ma dernière phrase. Et donc... ça montre bien que, en fait, le voyage, ça ne sera pas si difficile que ça pour les Françaises et les Français de prendre moins l'avion, puisqu'ils sont aujourd'hui une minorité à prendre l'avion pour partir en vacances. C'est là où il ne faut pas grossir le problème au mauvais endroit, et plutôt insister, me semble-t-il, sur encourager à marcher, randonner, faire du vélo et prendre l'avion. On va laisser la... Non, mais attendez, là, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Rapidement, parce qu'on laisse la parole à la raison et tort. Elle a raison dans le fait que les plus riches, évidemment, sont ceux qui consomment le plus l'avion. Elle a tout à fait raison. Mais par contre, là où elle a tort, c'est que l'avion est de plus en plus pris par de plus en plus de gens qui ne sont pas des gens riches. Donc vous êtes contre la proposition de Jean Covici de prendre l'avion seulement 4 fois dans sa vie, et vous, Jean-Didier Urbain? Mais je la trouve complètement idiote. Et vous aussi? Ou c'est pas ça aussi, être un peu responsable aujourd'hui face à l'accélération du réchauffement? Le côté prescriptif de Jean Covici, 4, voilà, et pas au plus. Mais comment vous appliquez ça au niveau mondial? Attendez, on peut laisser... Jean-Didier Urbain, c'est lui qui conclut. On n'a plus le temps. Non, je ne sais plus où j'en suis, moi. Les 4 voyages dans une vie. 4 vols par an. Oui. 4 vols dans une vie. Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a de toute façon un gros mystère. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voyager, on n'en parle pas. Donc ceux-là peuvent compenser ceux qui ont envie de voyager. Ne pas oublier non plus que le tourisme est né de l'urbanisation de la société. C'est quasi mécanique. Donc le désir de partir vient de cette urbanisation. Donc on retourne à la campagne. Très bien, tous à la campagne. Merci à tous les 3 d'être venus débattre.